Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point presse. Donc, nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées et des anciens combattants. Nous passerons ensuite au focus thématique qui est dédié cette semaine au soutien de la France à l'Ukraine. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui le général de brigade Armel Dirou, chef de la Task Force Ukraine. Il reviendra sur le soutien indéfectible de la France à la nation ukrainienne 4 ans après la guerre d'agression déclenchée par la Russie. Nous poursuivrons ensuite avec le point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Je commence avec les agendas des ministres. Mardi, la ministre des Armées et des anciens combattants était auditionnée sur les rapports 2025 du gouvernement au Parlement sur les exportations d'armements et de biens à double usage de la France. Mardi, la ministre déléguée Alice Ruffo s'est rendue au musée de l'Ordre de la Libération à Paris et s'est entretenue avec le général d'armée Thierry Burkhardt. Aux côtés de l'ambassadeur d'Ukraine en France, la ministre déléguée a ensuite ravivé la flamme du soldat inconnu, témoignant la solidarité indéfectible de la France avec le peuple ukrainien. Mercredi, Catherine Vautrin a reçu les équipes du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, le HCECM. Et aujourd'hui, Alice Ruffo est en déplacement à Copenhague, au Danemark. Et demain, la ministre déléguée se rendra à Malmö, en Suède, accompagnée du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Une séquence est prévue sur le porte-avions Charles de Gaulle dans le cadre de l'escale du groupe aéronaval. Je passe maintenant aux actualités du ministère. La semaine dernière, le capitaine Édouard Billet nous a présenté l'armée de champions à l'occasion de sa participation aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Et nous pouvons féliciter les sportifs de la défense qui se sont particulièrement illustrés. Au bilan, un total de 15 médailles, 5 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. L'aventure sportive se poursuit pour la délégation française qui participe aux Jeux paralympiques du 6 au 15 mars. Et le ministère sera de nouveau bien représenté avec 4 para-athlètes du secrétariat général pour l'administration. Nous aurons ainsi Aurélie Richard en ski alpin debout, Benjamin Davier en ski de fond et en biathlon, Anthony Chalençon pour les épreuves de ski de fond malvoyant et Maxime Montagioni en bent slalom. Nous leur adressons tous nos encouragements et leur souhaitons de belles réussites. Du 2 au 13 mars, l'escadron de drones de chasse du 1er régiment d'infanterie de marine réalise son premier exercice au centre d'entraînement au combat, le Santac, à Mailly-le-Camp. Pendant cet exercice, plus de 700 militaires seront engagés de jour comme de nuit dans des affrontements continus et réalistes. Ils seront encadrés par des experts du combat du 1er bataillon de chasseurs à pied, unité chargée d'évaluer la capacité opérationnelle au combat. Cette séquence a pour objectif de renforcer la montée en puissance de l'escadron. Elle prépare également sa participation à l'exercice Orion 26. L'armée de terre renforce ainsi son adaptation aux évolutions du combat en spécialisant une unité du 1er régiment d'infanterie de marine en escadron de drones de chasse. Cette initiative marque une étape dans la modernisation des forces terrestres. La dronisation de l'armée de terre passe également par la formation. C'est tout l'objet du stage drone du combattant mené par le 68e régiment d'artillerie d'Afrique. Ce stage se déroulera du 16 au 27 mars au camp de la Valbonne. L'objectif est de former les soldats à utiliser les drones dans les missions de combat et leurs chefs à l'emploi de ces moyens. En pratique, environ 20 militaires seront encadrés par 8 formateurs pour apprendre à appuyer et à protéger des unités sur le terrain avec des drones. Le stage a pour objectif de former les militaires avec leurs drones à être les yeux des équipes au sol. Le but est également de développer des réflexes automatiques nécessaires en situation de combat. Pour continuer, le 23 février, la flottille 25F a accueilli à Tahiti son 2e avion de surveillance maritime Falcon 50 Triton. Cet appareil de nouvelle génération remplace progressivement les Falcon 200 Guardian en service depuis septembre 2000. Le Falcon 50 Triton dispose d'une autonomie accrue, d'une capacité renforcée de surveillance de jour comme de nuit et d'une liaison permanente avec le centre de commandement.
Il permettra de poursuivre les missions de surveillance maritime, de recherche et de sauvetage et de lutte contre les trafics illicites. Un troisième appareil rejoindra la flottille d'ici 2027, renforçant ainsi la sécurité maritime et la protection des environnements marins. Toujours dans le domaine maritime, cette semaine, 125 élèves de l'école de Mestrance du Centre d'instruction navale de Brest ont embarqué à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre à Saint-Nazaire dans le cadre de leur formation initiale. Organisé chaque année, cet embarquement vise à les familiariser concrètement avec la vie embarquée. Les élèves seront intégrés dans les différents services du bâtiment. Ils suivent l'actualité opérationnelle, participent aux exercices menés à bord dans le cadre d'Orion 26 et bénéficient également d'enseignements théoriques en mer. Cette première immersion constitue une étape clé de leur formation et leur apporte les bases opérationnelles nécessaires pour leur future carrière. Je poursuis dans le domaine de la cybersécurité. Le 10 mars aura lieu la 7e édition de Mars Attack. Ce hackathon est consacré à la cybersécurité. Il se déroulera à la Chambre de commerce et d'industrie des Landes de Mont-de-Marsan. Cet événement est co-organisé par la communauté d'agglomération de Mont-de-Marsan, la base aérienne 118, le campus Landes et l'Institut universitaire et technologique de Mont-de-Marsan. Il réunira jusqu'à 240 participants, des étudiants, des professionnels et des passionnés autour de défis techniques inspirés de failles réelles. Conçues par des experts en cybersécurité de l'armée de l'air et de l'espace, ces épreuves permettront aux participants de tester leurs compétences et d'échanger. Ce rendez-vous participe à la sensibilisation et à l'identification de futurs talents dans le domaine de la cybersécurité. Passons maintenant à une actualité dédiée à la mémoire. Le 11 mars, une cérémonie se tiendra sur la base aérienne 702 d'Avord afin d'honorer la mémoire des compagnons de la Libération. Créé en novembre 1940 par le général de Gaulle, l'Ordre de la Libération distinguait les femmes et les hommes engagés dans la France libre, la résistance ou des actions décisives pour la libération du territoire entre 1940 et 1945. Au total, 1038 personnes furent décorées, parmi lesquelles Jean Moulin, Pierre Brossolette, ainsi que les généraux Philippe Leclerc de Hautecloque et Marie-Pierre Koenig. Ces commémorations continuent d'entretenir la mémoire et la transmission de leur engagement après la disparition du dernier compagnon, Hubert Germain, en 2021. Elles rappellent les valeurs de courage, de liberté et de fraternité portées par la libération de la France. Le 3 mars prochain, la convention Bretagne Innovation Grand Ouest sera renouvelée pour 5 années supplémentaires sur le site de la Direction générale de l'armement, maîtrise de l'information à Bru. Créé en 2021 à l'initiative de la DGA et de l'Agence Innovation Défense, ce pôle Innovation Défense rassemble des compétences et les savoir-faire du Grand Ouest. Cette convention a pour objectif de faire émerger les projets innovants pour les forces armées, notamment dans le numérique, dans la cyberdéfense, la navigation, les systèmes d'armes ou encore la guerre électronique. Depuis sa création, 29 entreprises ont déjà été accompagnées, permettant d'accélérer l'innovation au service de la défense. Je poursuis dans le domaine de la santé, et pour commencer à Paris. Du 9 au 20 mars, l'école du Val-de-Grâce organise un stage de qualification au commandement et contrôle médical. L'objectif est d'intégrer un conseil médical à tous les niveaux de commandement en opération. Alors que les missions se complexifient, que la haute intensité a fait son retour sur le continent européen, la coordination entre le commandement et le soutien médical est d'autant plus essentielle. Pendant 2 semaines, des médecins, des cadres de santé, des commissaires et des officiers apprendront à planifier, organiser, coordonner et à conduire les opérations de relève et de prise en charge des blessés. La formation s'appuiera sur des wargames simulant un engagement de haute intensité pour entraîner les stagiaires à des situations proches du réel. Toujours du côté de la santé, à Metz maintenant, du 9 au 13 mars, des médecins et infirmiers militaires suivent une formation initiale au centre d'enseignement et de simulation de médecine opérationnelle. En opération extérieure, les soignants militaires doivent prendre en charge des blessés dans un environnement particulièrement complexe. Cette immersion de 5 jours leur permet de renforcer la maîtrise des techniques de prise en charge de blessés en milieu hostile. Grâce aux outils de simulation, les équipes du centre transmettent les savoir-faire essentiels à la prise en charge des blessés dans un contexte de combat de haute intensité.
Enfin, je vous signale la sortie du nouveau numéro d'Esprit Défense, à découvrir 2 interviews exclusives, celle de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin, et également celle du chef d'état-major des armées, le général d'armée aérienne, Fabien Mandon. Vous y trouverez également tout un dossier sur le service national. N'hésitez pas, ils seront distribués à l'issue de ce point presse. Est-ce que, éventuellement, vous avez des questions avant de passer au focus? Parfait. Passons maintenant donc au focus dédié au soutien de la France à l'Ukraine. Il y a 4 ans, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. Cette guerre est un triple échec pour la Russie. C'est d'abord un échec militaire, un échec économique, également un échec stratégique. La Russie voulait empêcher l'expansion de l'OTAN, la Finlande et la Suède l'ont rejointe. La Russie voulait affaiblir l'Europe. Réveillée au bruit des bombes russes, l'Europe agit au quotidien pour se donner les moyens d'assurer sa propre défense. Nous entrons dans la 5e année de la guerre et l'Ukraine fait preuve d'une formidable résilience. Il faut le saluer. Depuis le premier jour, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Ce soutien multidimensionnel est indéfectible. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est la première ligne de défense de notre continent face à la Russie. La France continuera à soutenir l'Ukraine pour l'aider à se défendre aujourd'hui et tant que cela sera nécessaire. La France poursuivra également ses efforts pour aider l'Ukraine demain à se reconstruire et à préparer son avenir. La préparation de l'avenir, c'est tout le sens du travail mené par la coalition des volontaires dont la dernière réunion s'est tenue ce mardi. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous le général de brigade Armel Dirou, chef de la Task Force Ukraine. Cette cellule dédiée joue un rôle de coordination au niveau ministériel, notamment en matière de soutien à l'Ukraine. Avant de laisser la parole au général Dirou, un point juste sur un sujet de désinformation récent en lien avec notre sujet. Ce mardi, jour des 4 ans de guerre en Ukraine, le SVR, le service de renseignement extérieur russe, a publié un communiqué de presse affirmant que la France et le Royaume-Uni envisageaient de fournir une bombe nucléaire à l'Ukraine. La ministre des Armées et des Anciens Combattants a clairement affirmé ce mardi soir que c'était complètement faux. Et la France a toujours honoré et continuera d'honorer ses engagements internationaux, en particulier ceux liés au traité de non-prolifération des armes nucléaires. Cette déclaration sans fondement du SVR a fait l'objet de reprises dans différents relais de propagande russe sur X et par également quelques agences de presse étrangères. La Fédération de Russie recourt fréquemment à la désinformation pour nourrir un climat de méfiance envers les actions menées par la France et ses partenaires en soutien à l'Ukraine. Et cette nouvelle tentative en est une illustration parfaite. Donc restons tous vigilants et attentifs quant à ce que nous lisons en ligne et ailleurs et vérifions toujours la réalité des faits. Donc nous comptons sur vous et vous pouvez également compter sur notre détermination dans la lutte contre la désinformation. Revenons maintenant à notre sujet du jour et je laisse la parole au général. Général, c'est à vous. Merci. Merci Madame la déléguée. Mesdames, Messieurs, voilà maintenant 4 ans que la Fédération de Russie a lancé son invasion contre l'Ukraine, ne parvenant pas à remplir ses objectifs en raison de la résistance remarquable que lui oppose le peuple ukrainien et ses forces armées. Et plus précisément, aujourd'hui, 26 février, nous fêtons l'anniversaire de la bataille d'Hostomel, où se sont jouées les 48 heures qui ont sauvé l'Ukraine et qui ont provoqué la retraite des forces armées russes du nord de l'Ukraine. De ces 4 années de guerre et des multiples rebondissements géopolitiques qui les ont accompagnés, ressort l'idée forte que la stabilité du continent se joue aujourd'hui en Ukraine et dans la capacité de l'Europe à rebâtir une architecture de sécurité. Celle-ci devra préserver les intérêts des pays européens et permettre le retour à une vie normale sur le continent. De toute évidence, l'Ukraine est aujourd'hui un pivot fort de cette future architecture de sécurité, ce qui conduit la France à poursuivre son soutien indéfectible à la nation ukrainienne, tout comme elle l'a fait dès les premiers instants de la guerre.
Ce soutien s'est inscrit d'emblée dans les volets politiques et diplomatiques, mais également dans le domaine capacitaire. Il se poursuivra jusqu'à l'établissement d'un cessez-le-feu complet et d'une paix solide et durablement installée. Ce soutien se traduit d'abord dans les volets politiques et diplomatiques, où la France n'a eu de cesse de mobiliser la communauté internationale et de porter une voix claire pour que la souveraineté de l'Ukraine et le droit international soient pleinement respectés dans les négociations. Les efforts dans ces deux volets ont été importants pour favoriser l'aide à l'Ukraine au sein de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La France a appuyé toutes les initiatives et projets destinés à soutenir l'Ukraine dans ces instances. Elle est à ce titre le deuxième contributeur pour la Facilité européenne de paix. Elle a par ailleurs soutenu les 19 premiers paquets de sanctions de l'Union européenne concernant la Fédération de Russie afin d'entraver son effort de guerre. Mais la France s'est également mobilisée dans d'autres configurations, et je mentionnerai notamment l'Ukraine Defense Contact Group, ou connu sous le nom de format de Rammstein, comportant 32 pays de l'OTAN et 25 autres pays et l'Union européenne. Et bien évidemment, la France s'est tout particulièrement engagée et distinguée au sein de la coalition des volontaires, dont elle est le moteur avec le Royaume-Uni. Plus spécifiquement, elle œuvre sans relâche pour que les discussions à la table des négociations soient tenues avec les Ukrainiens, car on ne peut construire le futur de l'Ukraine sans eux. Mais elle insiste également pour que les pays européens soient présents afin de garantir des accords de paix pérennes qui permettent au continent européen d'envisager un avenir stable. Dans ce cadre, elle est un acteur de premier plan pour favoriser l'instauration de garanties de sécurité robustes pour lesquelles elle travaille activement tant sur le plan diplomatique que sur le plan opérationnel. Cela se traduit notamment par la mise sur pied d'un état-major multinational rassemblant plusieurs pays européens, planifiant un éventuel déploiement en cas de cessez-le-feu. À côté des volets politiques et diplomatiques, c'est dans le volet capacitaire que la France soutient l'Ukraine, avec une volonté, dès 2022, de pallier l'urgence des besoins ukrainiens, tout en prônant une vision de long terme. Alors c'est d'abord dans le court, voire le très court terme, que la France a cherché à assurer Kiev de son appui, tout en intégrant la double nécessité d'assurer son propre réarmement et de renforcer son industrie de défense. La France a cherché à focaliser son soutien sur des domaines à haute plus-value, comme la défense solaire ou la composante aérienne, ayant aussi cette particularité d'associer ces cessions à des formations spécifiques. Ainsi, les Mirage 2000-5 qui ont déjà été cédés à l'Ukraine se font ou sont accompagnés par la formation non seulement des pilotes, mais également des mécaniciens chargés d'entretenir les aéronefs. Nous avons également cédé des systèmes de défense solaire SAMP-T, leurs missiles Aster-30, ainsi que des munitions air-air et air-sol, que sont les missiles Magic 2, les missiles Mika et les missiles Scalp, ainsi que les bombes A2SM Hammer. Dans le domaine terrestre, les canons César, des engins blindés de reconnaissance AMX-10 RC et les véhicules de l'avant blindé, ainsi que de nombreux missiles légers anti-chars Milan. L'apport de ces cessions a été souligné à de nombreuses reprises par les autorités politiques, diplomatiques et militaires de notre partenaire ukrainien. Dans le domaine des acquisitions, la France soutient toutes les initiatives permettant d'armer l'Ukraine, en particulier celles qui répondent aux besoins prioritaires exprimés par les Ukrainiens dans la liste baptisée CURL, la Comprehensive Ukraine Requirement List, qui est le fichier dans lequel sont regroupés l'ensemble des besoins exprimés par l'Ukraine. La France œuvre à faciliter ces acquisitions en s'appuyant notamment sur des financements européens, mais également sur des financements proposés par des mécènes. Elle continue à travailler pour que l'Ukraine puisse acquérir les équipements prioritaires dont elle a besoin, grâce à différents mécanismes, que sont notamment le prêt de réparation de 90 milliards d'euros ou les nouvelles tranches des intérêts des avoirs russes gelés. Depuis 2022,
la France a également été un acteur de premier plan dans la formation des militaires ukrainiens, que ce soit de façon bilatérale ou au travers des missions eux-mêmes de l'Union européenne. Ces formations sur le sol français ou, je devrais plutôt dire, et sur le sol polonais, ont permis de monter en compétence plus de 20 000 soldats ukrainiens, soit dans le cadre de formations initiales, de formations de spécialité, de commandement ou de formations collectives. La brigade Anne de Kiev constitue un exemple fort de ces formations, dont la qualité a été reconnue par les forces armées ukrainiennes. Cet effort au profit des armées ukrainiennes se poursuit avec notamment aujourd'hui des formations de pilotes de Mirage 2000, nous en avons 3 actuellement en formation, des mécaniciens, des plongeurs et encore d'autres formations diverses dans le domaine terrestre. Ce soutien capacitaire par les cessions, les acquisitions et les formations est évidemment coordonné avec le partenaire ukrainien. Mais la France intègre également son action avec l'Union européenne au sein de la mission eux-mêmes, mais également avec l'OTAN et notamment son organisme chargé d'organiser l'intégralité du soutien au profit de l'Ukraine, dont l'acronyme est NSATU et qui signifie NATO Security Assistance and Training for Ukraine. À cette vision prioritaire du court terme, c'est également dans le plus long terme que la France se projette, car la première garantie de sécurité des Ukrainiens sera évidemment leur propre capacité à s'opposer à toute nouvelle agression. Cela est également indispensable au regard de la place particulière de l'Ukraine dans l'architecture de sécurité du continent européen qui se dessinera dans les prochaines années. Aussi, cette volonté s'est-elle formalisée par la signature, par le président Macron et le président Zelensky, d'un accord de coopération et de sécurité, de sécurité et de défense, le 17 février 2024, dans lequel la France s'est engagée à soutenir le développement capacitaire de l'Ukraine à un horizon de 10 ans. C'est la raison pour laquelle la France souhaite développer des coopérations fortes avec l'industrie d'armement ukrainienne et des travaux concrets avancent dans ce sens. C'est également tout l'objet de la lettre d'intention signée le 8 février dernier entre Mme Vautrin et M. Fedorov. Ces coopérations allieront les savoir-faire respectifs de nos deux pays pour un bénéfice partagé. Un remodelage de l'industrie de défense européenne se dessine et influencera les équilibres des prochaines décennies. La France, en lien avec son partenaire ukrainien, doit y avoir sa place. Mesdames, Messieurs, c'est donc bien dans une approche large, à la fois politique, diplomatique et capacitaire et opérationnelle, que la France soutient la nation ukrainienne. Un soutien qui, dès 2022, vise à parer l'urgence de la guerre, mais un soutien qui veut aussi penser à demain, parce que la stabilité du continent européen passe aujourd'hui et pour les années à venir par l'Ukraine. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour les questions. Bonjour, mon général Myriel Crafred de Valeurs Actuelles. Juste une petite question de chiffres. Est-ce que est-ce que vous avez une estimation aujourd'hui du chiffrage en valeur, en euros de cet effort? Est-ce que vous communiquez un chiffre aujourd'hui? Parce qu'il y a plein de chiffres qui sont partis un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il y a un chiffre synthétique? Je ne communiquerai pas de chiffres aujourd'hui, justement pour la raison que vous venez d'évoquer. Ouais. Il y a eu trop de chiffres donnés et je ne communiquerai pas sur ce sujet aujourd'hui. Oui, bonjour Nicolas Barotte du Figaro. Alors le besoin ukrainien, c'est la défense solaire. J'imagine que vous ne nous donnerez pas les nombres d'Aster qui sont livrés aux Ukrainiens. Mais sur les autres éléments capacitaires, est-ce que la France fournit encore du matériel, des véhicules, d'autres éléments capacitaires qui peuvent aider les Ukrainiens à se battre sur le front? Merci. Nous continuons à soutenir l'Ukraine matériellement de deux façons. Nous continuons un certain nombre de cessions. Nous cédons des véhicules. Récemment, nous venons de céder encore des VAB. Toutes les cessions que nous faisons sont évidemment conformes aux besoins exprimés par les Ukrainiens. Et il y a également les acquisitions. Et ma cellule a justement, parmi ses tâches, celle de permettre aux Ukrainiens de contractualiser auprès de l'industrie de défense française pour pouvoir acquérir les équipements dont ils ont besoin. Donc oui, nous continuons à apporter un soutien matériel aux forces armées ukrainiennes, soit par le biais des cessions, soit par le biais d'acquisitions.
En revanche, vous comprendrez que je ne rentrerai pas dans le détail dans la mesure où ces équipements sont... Enfin, les chiffres sont pour le coup confidentiels de façon à préserver les intérêts ukrainiens. Bonjour mon général, question de Anne Bauer. 3 avions Mirage et un système SAMPT en panne, ne peut-on pas faire davantage? Qu'est-ce qui est prévu? 3 Mirages en panne, écoutez, ce ne sont pas mes informations, puisqu'en fait le partenaire ukrainien avec lequel j'échange régulièrement nous informe de l'utilisation qu'il fait de nos avions et de la maintenance, des pièces de rechange dont il a besoin pour utiliser les avions. Je peux vous assurer que les Mirage 2000 sont toujours en service, ils ne sont pas cloués au sol, ils volent bien, ils volent même très bien, et les Ukrainiens ne tarissent pas d'éloges non seulement sur la qualité de l'aéronef, mais également sur la qualité des munitions qu'il est amené à tirer. Pour le système SAMPT que vous évoquez, la panne a été prise en compte et les réparations sont en cours. Alexandre Allais pour France 2. Vous parliez donc de bénéfices partagés également entre la France et l'Ukraine. Et concrètement, en France, quelles avancées concrètes? Vous parlez d'avancées concrètes. Si vous pouvez préciser un petit peu, merci. Bien sûr. D'abord, les bénéfices partagés vont être dans le domaine doctrinal. Tout ce qui se passe actuellement en Ukraine intéresse les armées françaises parce que ça nous fera progresser et ça nous permettra de mieux comprendre les conflits de demain. Sur le plan technique, parce qu'il y a bien évidemment une dimension technique, tout ce que les Ukrainiens ont mis en œuvre, ont innové, doit nous permettre de faire progresser nos équipements. Et ça rejoint également la doctrine, puisque de toute façon, le progrès technique et la doctrine sont liés, l'un faisant évoluer l'autre. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de sociétés françaises ont passé des partenariats avec des entreprises ukrainiennes. Vous avez Altares, Armatan, Delair, Geoflex, qui proposent des solutions techniques, qui proposent des composants qui permettent aux Ukrainiens d'améliorer leurs équipements. Les échanges ne sont pas à sens unique. Les Ukrainiens, bien évidemment, partagent leur savoir-faire, ce qui nous permet de progresser. 1, sur le plan militaire, 2, sur le plan industriel. La lettre d'intention que j'évoquais tout à l'heure, qui a été signée par M. Fedorov et Mme Vautrin, a pour objectif de développer ces initiatives par un co-développement et une coproduction. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons d'arrache-pied pour développer l'ensemble des partenariats qui existent déjà et que nous souhaitons voir plus nombreux. Mon général, question de Antoine Mario de Zone Bourse. Bonjour, dans quelle mesure peut-on garantir un soutien à l'Ukraine sur le long terme au regard des échéances électorales et de la montée de l'extrême droite en France et chez nos principaux partenaires européens? Je ne ferai aucun commentaire politique à partir du moment où, vu la façon dont la question est posée. Quoi qu'il en soit, quel que soit le gouvernement, la France est un État qui s'inscrit dans le temps long et qui respecte ses engagements. Merci. Peut-être que vous pouvez présenter un tout petit peu sur la Task Force Ukraine, comment elle s'est mise en place et son organisation. La Task Force Ukraine est une cellule qui a été mise en place dès le début de la guerre, de façon à pouvoir coordonner le soutien immédiat aux forces armées ukrainiennes. Bien évidemment, la guerre dure depuis 4 ans, donc la mission a un peu évolué. Et la cellule à la tête de laquelle je me trouve a une mission qui s'inscrit dans une double temporalité. Le temps court, qui est celui de l'appui immédiat aux forces ukrainiennes, je l'ai évoqué, ce sont les cessions, les acquisitions et les formations. Et nous nous inscrivons également dans un temps plus long, qui est celui de la préparation de l'avenir, et qui nous permet d'engager un dialogue qu'on a déjà engagé d'ailleurs, avec les Ukrainiens pour définir les objectifs à atteindre dans un horizon à 10 ans pour la régénération et la remontée en puissance de leurs forces armées. Donc nous travaillons à la fois dans le court terme et dans la préparation de l'avenir. Merci. On voit bien que les négociations sont dans l'impasse, il n'y a pas de volonté russe de discuter quoi que ce soit. Donc à partir de là, quelles sont vos analyses sur les 6 prochains mois du conflit? Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer? Merci.
La difficulté au combat, c'est qu'on ne fait pas d'extrapolation du temps présent. Si je m'en tiens cependant à la situation actuelle, si la Russie souhaite s'emparer de l'intégralité du Donbass, au regard des pertes qu'elle a mensuellement, voire quotidiennement, il lui faudrait encore 800 000 hommes à perdre et au moins 2 ans pour conquérir l'intégralité du Donbass. Ça fait beaucoup. Côté ukrainien, les Ukrainiens résistent. C'est incroyable. Sincèrement, c'est incroyable. Pour y être allé déjà à plusieurs reprises, le rapport de force est tellement disproportionné qu'il est vraiment impressionnant de voir à quel point ils ont été capables de mobiliser l'intégralité de leurs ressources, de produire un effort de guerre incroyable pour continuer à tenir. Il y a 2-3 semaines, les températures étaient extrêmement basses. Moins 27 la nuit, les Ukrainiens vivaient dans des logements sans chauffage, sans électricité, avec entre 3 et 6 degrés, qui sont des conditions de vie extrêmement difficiles. Mais l'amour de leur pays fait qu'ils ont décidé de tenir et de s'accrocher. Vous avez parlé de la bataille d'Hostomel tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et en quoi la date est importante? Alors ça, c'est un avis très très personnel. Je pense que la bataille d'Hostomel était en fait l'effort principal conduit par les Russes. Et que les 6 autres axes d'invasion par l'Est n'étaient qu'en fait une opération de déception destinée à attirer l'attention des Ukrainiens sur leur flanc Est afin de ne pas protéger leurs arrières. Cette opération ressemble considérablement à ce que les Soviétiques ont fait à Prague, à Budapest, ainsi qu'à Kaboul. Et l'opération aéroportée qui a été menée pour s'emparer de cet aéroport a été contrée de façon remarquable par les Ukrainiens en utilisant la 80e et la 95e brigade d'assaut par air pour s'opposer aux troupes aéroportées russes. Au tout départ, c'était des soldats de la garde nationale. C'était des soldats qui n'étaient donc pas des professionnels, qui avaient été appelés, qui avaient été mobilisés et qui n'avaient pas une grosse expérience du combat. Et les combats qu'ils ont menés face aux forces spéciales russes a été déterminant parce que même s'ils ont dû céder l'aéroport, ils ont permis à l'état-major ukrainien non seulement d'envoyer ces 2 brigades d'assaut par air que je mentionnais, mais également la 72e brigade mécanisée qui était restée en réserve et dont les moyens d'artillerie ont été envoyés en urgence par porte-chars civils pour appuyer la 80e et la 95e brigade d'assaut par air. Et cette réaction extrêmement puissante et rapide des Ukrainiens a contraint les Russes à annuler le largage de la 2e vague d'assaut qui était prévue pour consolider la tête de pont et s'emparer de Kiev. Et donc, je reste convaincu que la bataille d'Hostomel est bien celle, que Hostomel ont été les 48 heures qui ont sauvé l'Ukraine. Voilà. Et les Ukrainiens ont conscience du tournant qu'a été cette bataille. Parce que si vous regardez bien, ça a été un échec. Ensuite, les Russes, ils ont continué à se battre contre les Russes qui ont fini par quitter et à repartir vers le nord, en commettant les massacres de Boutcha et d'Irpin. Mais ensuite, quand vous regardez la façon dont les Russes sont rentrés à l'Est, c'était un désordre indescriptible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un défaut de préparation en termes d'organisation du commandement, d'organisation de la logistique, qui a conduit à des pannes, à des véhicules qui étaient à l'arrêt sur des kilomètres, parce qu'en fait, les Russes avaient concentré leur effort et leur attention sur cette opération d'Hostomel. Et ça correspond d'ailleurs très bien à la doctrine soviétique et à la doctrine russe, qui, en cas de considération d'un rapport de force très favorable, considère que l'adversaire peut être défait d'un seul coup, et dans ces cas-là, les Russes mettent en place une stratégie de destruction, ou s'ils considèrent que le rapport de force n'est pas suffisant, ils mettent en place une stratégie d'attrition. Relisez Svechine,
Vous avez 3 auteurs à lire pour comprendre la doctrine soviétique ou la doctrine russe. C'est Svechin, stratégie, Triandafilov, la nature des opérations des armées modernes, et Tukhachevsky. Lisez-les et vous comprendrez comment pensent les Russes en termes de stratégie. Et à l'image de ça, le bouquin de Dimitri Minich aussi est très, très, très instructif et montre à quel point les Russes avaient surestimé leur force, et sous-estimé leur adversaire. Et en termes sociologiques, là vraiment je vous invite à lire un livre qui est très, très épais mais passionnant et qui éclaire, en tout cas moi, qui a éclairé ma compréhension de la psychologie et de l'esprit ukrainien, c'est La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch. Et vous comprendrez en quoi les Ukrainiens se sentent ukrainiens et non pas russes. Certains se sentaient soviétiques ou post-soviétiques, mais ne se sentaient pas russes. Merci beaucoup, Général, et merci pour ces conseils de lecture. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci encore. Et nous allons pouvoir passer au point sur les opérations militaires françaises, avec le colonel Vernet. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Bonjour à toutes et à tous. Et je propose de débuter ce tour des opérations par le territoire national où les armées françaises appuient les services de l'État dans leur assistance aux populations suite aux derniers épisodes de crues. Alors dans le Lot-et-Garonne, une section du 48e régiment de transmission d'Agen est ainsi engagée cette semaine au profit des agriculteurs des environs, dont les serres ont été largement endommagées par les intempéries ces dernières semaines. Déployés en permanence au service de la population française à travers l'opération Sentinelle, les armées fournissent également au besoin leurs compétences spécifiques en appui des autres services de l'État. Par ailleurs, à 40 km au large de Lacanau, un hélicoptère Caracal de la base aérienne 120 de Cazaux est intervenu cette semaine pour élitreiller en mer un marin civil blessé. Entre l'appel de détresse et l'admission à l'hôpital, moins de 90 minutes se sont écoulées, illustrant le professionnalisme et la réactivité des équipages d'alerte SAR, la Search and Rescue, qui sont sur la base aérienne 120. Je rappelle que la SAR est une mission permanente de l'armée de l'air et de l'espace, qui est conduite et coordonnée par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, au service de la protection des Français, en particulier pour les avions. Mais ces moyens peuvent être utilisés pour assurer du sauvetage en mer sous l'égide des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage des crosses maritimes, et ça a été le cas pour cette opération. On passe au reste de l'Europe où les armées françaises sont engagées dans tous les milieux pour la défense du flanc oriental du continent. En Estonie, tout d'abord, entre le 20 et le 22 février, le sous-groupement tactique interarmes, le SGTIA, a conduit une action de partenariat avec l'Estonian Defence League, l'EDL, dans la région de Tartu. Les militaires français et estoniens ont participé à un exercice de synthèse opérationnelle permettant de confirmer leur maîtrise des procédés tactiques tels que l'emploi des drones, le combat en tranchée, le tir mortier et le secourisme au combat. La France et l'Estonie continuent ainsi d'approfondir leur partenariat par ces échanges de savoir-faire. En parallèle, l'exercice Calfex s'est déroulé du 23 au 26 février. Organisé par le commandement britannique du bataillon multinational de l'OTAN, cet exercice inclut notamment un entraînement au tir auquel 4 nations ont pris part. Plus au sud, en Roumanie, une séance de tir à l'armement individuel a été organisée, incluant des sapeurs belges et français du bataillon multinational de l'OTAN, ainsi que le 503e régiment d'infanterie aéroportée de l'armée américaine. Cet entraînement conjoint vise à développer la connaissance réciproque des équipements utilisés, et les activités de ce type renforcent aussi bien la cohésion que l'interopérabilité des forces alliées. En Pologne maintenant, le détachement français a terminé la formation de chefs de groupe de combat génie ukrainiens à travers plusieurs synthèses. Ces exercices de restitution des savoir-faire tactiques incluent notamment la maîtrise de chaînes d'explosifs, la construction d'abattis, l'aménagement de tranchées, le piégeage ou encore l'utilisation de drones et le secourisme au combat. On passe à la Manche et à la mer du Nord où le groupe aéronaval est déployé dans le cadre de la mission Lafayette 26. À la suite d'Orion, il a participé cette semaine avec son groupe aérien embarqué à l'exercice de l'OTAN Steadfast Dart 26, organisé par l'Allemagne. Cet exercice majeur de l'OTAN vise à tester les capacités de l'Allied Direction Force, l'ARF. Donc sur mer et dans les airs, ce sont près de 10 000 militaires issus de 13 nations différentes qui participent à cet exercice.
Alors dans les airs, la contribution française s'est traduite par des actions d'appui aérien rapproché du CAS, dans un scénario impliquant des éléments hostiles évoluant à proximité de forces alliées. L'engagement du GAN juste après Orion atteste de sa flexibilité et de sa capacité à produire des effets militaires dans la profondeur et sous court préavis. En mer maintenant, un patrouilleur de haute mer de la Marine nationale intégré sous commandement de l'OTAN a contribué à la défense des infrastructures maritimes au large de la Norvège. Dans des conditions météorologiques exigeantes, le PHM, donc le patrouilleur de haute mer, aux côtés de bâtiments alliés, s'est exercé à la défense contre les menaces asymétriques, sous-marines, aériennes ou encore de surface. En parallèle de Steadfast Dart, le groupe aéronaval a également mené plusieurs exercices les 20 et 21 février, tels que des manœuvres de tir, d'appontage et d'entraînement au combat naval. 2 doubles ravitaillements à la mer ont été menés par le bâtiment ravitailleur de force au profit du groupe aéronaval, dont un qui inclut la frégate néerlandaise Eversten. Ces manœuvres complexes illustrent le savoir-faire et l'interopérabilité entre les unités interalliées composant cette force. Du côté de la Méditerranée, à présent, la Marine nationale conduit de nombreux exercices et entraînements avec ses partenaires. Après des manœuvres de coopération opérationnelle dans le domaine de la plongée avec le Monténégro, un chasseur de mines tripartite a intégré le 21 février le groupe permanent de guerre des mines de l'OTAN, donc le SNM-CMG2, dans le cadre de l'opération Noble Shield. Cette mission de l'OTAN vise à renforcer la posture défensive de l'Alliance sur le flanc sud en menant des patrouilles alliées en Méditerranée afin de garantir la sécurité maritime et la liberté de navigation. Toujours en Méditerranée, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 participe également à l'exercice de l'OTAN Dynamic Manta 26 depuis la Sicile où il est actuellement déployé. Cet entraînement organisé par le commandement maritime de l'OTAN, donc MARCOM, et hébergé par l'Italie, regroupe 10 nations alliées. Dynamic Manta est le premier exercice de lutte anti-sous-marine de l'OTAN conçu pour développer l'interopérabilité et l'efficacité opérationnelle dans ce milieu essentiel du combat naval. En Méditerranée centrale, enfin, une frégate de la Marine nationale française patrouille depuis le 21 février dans le cadre de l'opération EUNAVFOR Med Irini. Pour rappel, cette opération vise entre autres à faire respecter l'embargo des Nations Unies sur les armes à destination de la Libye en engageant des moyens aériens, spatiaux et maritimes. La France, à travers l'action de la Marine nationale, est un contributeur important de cette opération. On se dirige maintenant vers le Proche et le Moyen-Orient où la France s'engage auprès de ses partenaires pour la stabilité de la région. Alors, on parle tout d'abord du groupe amphibie Jeanne d'Arc composé du porte-hélicoptère Dixmude et qui, après avoir franchi le canal de Suez le 24 février, a débuté une séquence d'échanges opérationnels avec les forces armées égyptiennes. Elle reprendra ensuite sa route en direction de l'océan Indien. Au Liban, la Force Commander Reserve, la FCR de la FINUL, donc la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, a été mobilisée sur plusieurs actions. Entre le 18 et le 20 février, la FCR a conduit l'opération Cotteret 2 le long de la Blue Line. Des moyens de surveillance aérienne et de lutte anti-drone ont notamment été déployés afin de renforcer la défense solaire du détachement indonésien de la FINUL, basé à Kaferkela. Le 21 février, la FCR a par ailleurs découvert plusieurs obus de mortier de 120 mm qui étaient en excellent état, ainsi que 3 roquettes de 122 mm à Rachaya au cours de l'opération Estin 2. L'étroite coordination avec les forces armées libanaises a permis à ces derniers de collecter l'ensemble de ces munitions. Dans le même temps, la France maintient son engagement pour la paix et la stabilité au Liban à travers ses actions de partenariat militaire opérationnel. Actuellement, plusieurs formations sont dispensées aux FAL, donc les forces armées libanaises, dans divers domaines d'expertise, notamment l'infanterie, le combat en zone urbaine, le pilotage tactique d'engins blindés, le secourisme au combat, le combat corps à corps, le tir et le franchissement. On passe au ciel irakien, où les avions de chasse Rafale engagés sur l'opération Chamal ont réalisé 20 sorties cette semaine. Tout ça dans le cadre de l'opération Inherent Resolve, et depuis la base aérienne projetée au Levant. Au total, ces sorties représentent plus de 76 heures de vol qui incluent plusieurs ravitaillements en vol assurés par les aéronefs de la coalition. En Irak, toujours, la Task Force Lamassu poursuit son cycle de formation tactique au profit d'un demi-bataillon commando irakien.
La relève récente du détachement de partenariats militaires opérationnels illustre la continuité et la crédibilité de l'appui français dans le domaine de la formation et contribue directement à la sécurité et la stabilité du pays. Plus au sud, en mer Rouge et dans le golfe arabo-persique, les armées françaises poursuivent leur engagement pour la sûreté maritime et la liberté de navigation. Dans le cadre de l'opération Aspides, plusieurs escortes de bâtiments civils et militaires ont été réalisées par une frégate de défense aérienne dans le détroit de Bab el-Mandeb. Et dans le golfe arabo-persique, une frégate multimission conduit des patrouilles en mer, contribuant à l'appréciation autonome de situation de la France dans cette région. Dans la Corne de l'Afrique, maintenant, la France demeure pleinement engagée aux côtés de Djibouti dans le respect du traité de coopération en matière de défense, le TCMD. Alors, du 16 au 22 février, les Mirage 2000-5 et les Mirage 2000D DFFDJ ont effectué 9 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de la défense de l'espace aérien djiboutien et contribuent au maintien en conditions opérationnelles des pilotes et des équipages. Au cours de la semaine écoulée, les équipages hélicoptères des FFDJ ont profité de la présence de la frégate française déployée dans Aspides pour réaliser des exercices conjoints. Les Caracal et les Gazelles ont effectué des appontages ainsi que des manœuvres aéronavales en étroite coordination avec l'équipage du navire. Ces entraînements contribuent à consolider l'interopérabilité des moyens français engagés dans la zone. En Afrique de l'Ouest, à présent, les armées françaises demeurent engagées aux côtés de leurs partenaires afin de soutenir l'effort de stabilisation régionale. Alors, au Gabon, après 6 semaines consécutives de formation, le groupement tactique Tandem 26 clôture sa participation à l'encadrement du stage combat en forêt. Cette instruction a été organisée au profit de stagiaires de l'École nationale de formation des officiers de Mandilou, l'ENFOMA. Elle s'inscrit dans la lutte contre la criminalité environnementale et vise à renforcer les compétences de commandement et les savoir-faire indispensables à l'exercice des responsabilités de chef de section en forêt équatoriale. En parallèle, le passage à Port-Gentil puis à Libreville d'un patrouilleur de haute mer engagé dans la mission Corymbe a permis des actions de formation au profit de la marine gabonaise. L'équipage a notamment pu conduire une instruction à la visite de bâtiments en mer menée en conditions réelles sur un navire civil. À l'issue de cette action, une patrouille conjointe avec un patrouilleur gabonais a également été menée dans le golfe de Guinée, illustrant la qualité de la relation partenariale. Plus à l'est, dans la zone Indo-Pacifique, l'action des armées françaises s'est traduite par plusieurs missions d'assistance aux populations, ainsi que par l'entretien de l'interopérabilité avec des partenaires de la région. Alors, Madagascar, les armées françaises ont achevé leur mission de soutien humanitaire après 3 semaines d'engagement suite aux cyclones Fitia et Gézani. Au bilan, sont 12 tonnes de fret humanitaire qui ont été transportées par voie aérienne et maritime jusqu'aux zones sinistrées et plusieurs missions d'expertise ont été réalisées. Alors, des plongeurs ont ainsi mené des inspections subaquatiques à Tamatave pour évaluer le chenal d'accès et les quais. À la demande des autorités militaires locales, un détachement du 5e régiment étranger était quant à lui déployé sur des missions d'expertise sur des emprises des unités militaires de la ville. Cet appui illustre la réactivité des forces armées françaises et leur adaptation aux besoins exprimés par les autorités locales à travers la mise à disposition de compétences spécifiques. Dans le Pacifique Sud, maintenant, un patrouilleur outre-mer poursuit sa participation à la mission Southern Winds. Le 17 février, alors en patrouille dans la zone économique exclusive indonésienne, le bâtiment a ainsi réalisé des manœuvres d'entraînement aux côtés de la frégate indonésienne KRI Diponegoro. Ces échanges réguliers franco-indonésiens contribuent à approfondir la confiance mutuelle et à renforcer l'interopérabilité des deux marines. En Nouvelle-Calédonie, maintenant, à la demande du Haut-Commissariat de la République, le 17 et le 20 février, les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont réalisé 2 évacuations sanitaires des Evassan grâce à un CASA et un Puma de l'escadron de transport 52. Mobilisés et au plus proche des populations, les FANC mettent régulièrement à disposition des secours civils leurs capacités spécifiques. Cette semaine, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer s'est également rendu aux Fidji, permettant la réalisation de plusieurs activités conjointes avec la marine fidjienne, notamment des exercices de lutte anti-incendie. Ces échanges renforcent la coopération en matière de défense et consolident le partenariat entre les deux marines. Pour terminer, dans la zone Antilles-Guyane, où les forces armées françaises maintiennent un haut niveau de préparation tout en poursuivant leur lutte contre les trafics illicites.
Dans les Caraïbes, un détachement du 33e régiment d'infanterie de marine a débuté sa participation à Dounas 2026, la 20e édition d'un exercice bilatéral mené en République dominicaine du 23 février au 20 mars. Après avoir participé à la mise en place de ce détachement, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer croise actuellement en mer des Caraïbes. Au cours de sa patrouille, le bâtiment a mené plusieurs exercices de sécurité et de tir. Après un passage par la Colombie entre les 20 et 23 février, il prend désormais la direction de la République dominicaine. On termine avec la Guyane où les forces armées françaises poursuivent leur lutte contre l'orpaillage illégal dans le cadre de la mission Harpie. Les unités continuent leur patrouille en forêt depuis les postes avancés dans les zones ouest et est du territoire. Menées en appui de la gendarmerie, ces actions visent à saisir ou détruire le matériel utilisé par les orpailleurs et à empêcher toute réimplantation des activités illicites. Et ceci conclut ma présentation. Merci, colonel. Je souhaite une bonne fin de semaine. Notre prochain point presse sera le 12 mars. Je vous souhaite une très bonne semaine et nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions.